Chapitre 8. Mon Dieu, c'est incroyable, murmura la cantatrice en adressant à Myrdhatti un regard de fascination et d'admiration mêlés qui la mit mal à l'aise. Et pourtant totalement vrai, l'assura-t-elle. Myrdhatti venait de terminer le récit de son dernier exorcisme, celui qu'elle avait conduit à Vienne et qui avait bien failli lui coûter la vie. Elle avait conscience de ne pas être une grande narratrice, mais elle l'avait fait avec ses mots et son ressenti, et les événements étaient encore frais dans sa mémoire. Très frais. Elle devait avoir mieux réussi qu'elle ne le croyait, car même le commissaire l'observait avec un nouveau regard, comme s'il la découvrait. « Et, commença Aïda Aronova, votre amie Helena, elle... Si elle n'avait pas été là, je ne vous raconterais pas cette histoire aujourd'hui, répondit aussitôt Myrdhatti, qui pensait chaque mot qu'elle prononçait. Elle voyait encore la forme délirante de l'abomination qui bouillonnait dans sa vision, au centre de la grande salle du château de Schönbrunn, jonchée de cadavres sanguignolants et déchiquetés, une torture pour l'âme et l'esprit, tout en organes tranchants, perçants, perforants, et Helena, sans une hésitation, qui se précipitait devant elle pour servir d'appât au démon et lui permettre, pendant ce temps, de calibrer l'harmonique de son canon chromatique et renvoyer l'apparition infernale d'où elle était venue. Elle se souvenait encore de sa fébrilité, alors que les membres du monstre, rendus semi-visibles par le sang et les viscères qui le recouvraient, fouettaient l'air autour de la silhouette svelte et bondissante de son amie, qui esquivait leur attaque de justesse, jusqu'à ce qu'une pince dentelée ne la balaye et l'envoie rejoindre sur le dallage souillé les corps ravagés des autres victimes. Son cri, alors qu'elle voyait quelque appendice perforant et barbelé se tendre vers Helena, pour la harponner comme une vulgaire pièce de viande et la mettre à mort. Sa vision qui se calait enfin sur l'harmonique exacte du démon, qui lui apparaissait soudain dans toute sa monstruosité, délire d'aliéné, concentrant en lui les pires cauchemars de l'humanité, ou peu s'en fallait. Puis ces mots, affichés dans son oculaire, fréquence chromatique acquise, canon verrouillé. Son tir, précis, parfait, qui avait frappé le démon et l'avait anéanti, dissipant son corps, le dispersant et le renvoyant à l'enfer d'où il était issu. Un de plus à son tableau de chasse. « Et votre amie Helena, comment va-t-elle » s'enquit Aïda Aronova. Myrdhatti, revenant progressivement à l'instant présent, répondit. « Elle se repose de ses blessures au chapitre de Néo-Lutetia. » Un sourire effleura ses lèvres, alors qu'elle prononçait ces mots en se rappelant la tête qu'avait faite Helena quand elle lui avait annoncé que Jorg l'envoyait sur l'Orient Express. « Et voilà, » lui avait dit son ami avec une expression écœurée. « Je te sauve la mise, je me fais esquinter pour toi, et c'est à toi qu'on offre l'Orient Express. » Elle avait pris un air boudeur, cette expression renfrognée qui amusait Myrdhatti depuis leur enfance. « Oh allez, fais pas ta mauvaise tête » lui avait-elle lancé. Helena lui avait jeté un regard noir. « Viens me faire une bise, peut-être que je te pardonnerai. » Elles badinaient comme deux gosses, elles en avaient besoin après ce qu'elles venaient de vivre pour décharger un peu l'horreur et la tension qu'elles avaient accumulée. Myrdhatti s'était approchée, mais à l'instant où elle allait déposer un baiser sur sa joue, Helena avait tourné la tête et l'avait reçu sur les lèvres. Myrdhatti, surprise, était demeurée un instant immobile avant de s'écarter pour bredouiller, rouge de confusion. « Pardon, Excuse-moi. » Helena avait aussitôt répondu. « Non, c'est de ma faute, c'est stupide. C'est moi qui ai bougé, je croyais que... » Mais maintenant que Myrdhatti y songeait, il y avait quelque chose qui sonnait faux dans l'expression et le regard d'Helena, et dans ce fugace baiser. Non, c'était idiot, ça n'avait aucun sens. Elle refusait même d'y penser. Preuve en était qu'Helena l'avait pardonné. Elle l'avait accompagnée à la gare de l'Est pour rejoindre le train qui devait l'amener à Constantinople. Elle s'était, pour l'occasion, munie d'une canne et n'avait cessé de pester pendant tout le trajet depuis le chapitre à la gare. Si, comme Myrdhatti, elle possédait 2 jambes lycanomatiques, c'était sa hanche qui avait été molestée. Elle était solide, elle s'en remettrait, mais il lui faudrait bien encore une petite semaine pour récupérer ses forces. La connaissant, elle devait ronger son frein. « Votre canon, comment agit-il ? Il tire des balles bénites, le souffle de Dieu ?» Cette fois, ce n'était pas la voix de la cantatrice, mais celle du commissaire. Comme sortant d'un rêve, elle se tourna vers lui. Il la fixait avec une curiosité débordante.
Derrière eux, le récital d'Aïda, diffusé par le cristallophone, prenait de l'ampleur, de la puissance. Elle rendit son regard à Marius et lui répondit avec un sourire, comme elle l'aurait fait pour un enfant. « Non, ce n'est pas ça, nous... » Elle chercha ses mots. « Devons d'abord savoir quelle est l'amplitude démonique de l'avatar. »« L'avatar » répéta le commissaire. « L'avatar, le démon, du moins sa manifestation dans ce monde, c'est un terme emprunté au sanskrit. Il désigne l'incarnation d'un dieu sur terre. » Elle rectifia après un instant. « Mais en ce qui nous concerne, il s'agit plutôt d'un diable. »« Mais pourquoi sont-ils invisibles ?» Cette fois, c'était Aïda Aronova complètement subjuguée. Mirdad se tourna vers elle pour la découvrir qui la fixait avec intensité de ses grands yeux bruns. « Eh bien, cela, je l'ignore, madame. »« Aïda, je vous prie. » La reprit gentiment son interlocutrice, posant sa main sur la sienne, celle de chair. « Nous sommes amis maintenant, non ?»« Aïda, » acquiesça Mirdad, qui ne voulait pas la contrarier, et se sentait flatté par l'attention d'une personne aussi illustre. « Vous ne savez pas pourquoi ils sont invisibles ?» La cantatrice paraissait perplexe. « Personne ne le sait. »« Peut-être, mais des gens bien plus savants que moi, et si c'est le cas, je n'ai pas accès à ces connaissances. » Elle acheva avec sincérité. « Je suis un soldat, pas un chercheur. »« Un soldat de Dieu, » compléta le criscognard. « Très exactement, » approuva-t-elle avec le plus grand sérieux, devant le visage attentif du commissaire, qui rebondit aussitôt en désignant son bras licanomatique. « Et vos armes, savez-vous comment elles fonctionnent ?» Il s'était un peu plus penché en avant, les yeux plissés et luisants. La conversation prenait un tour étrange. « En partie, » répondit Mirdad mal à l'aise, « mais pas totalement. »« Vous ne savez pas ?» compléta-t-il. « Donc, si je synthétise, vous utilisez des armes dont vous ignorez le fonctionnement exact contre des créatures dont vous ignorez la nature exacte. » Mirdad, qui se sentait mis en porte-à-faux et détestait ça, répliqua. « Commissaire, pour vos enquêtes, vous utilisez le fluoroscope et les archives cristallopolitaines, n'est-ce pas ?»« Oui, » répondit-il avec prudence, « mais je ne vois pas... » « Savez-vous comment fonctionne le fluoroscope ?»« Dans les grandes lignes, je... » Il sourit et secoua la tête. « D'accord, vous avez gagné, je sais pas. » Pour changer de sujet, Mirdad désigna le magnifique collier ouvragé qui ornait le cou de la cantatrice et dont la ciselure et le gros cabochon l'a fascinée depuis qu'elle discutait avec elle. « Votre pendentif est magnifique. Ce cabochon en scarabée est superbe. » Elle désignait le centre du bijou qui, très modern style, figurait un insecte stylisé à la carapace bombée. « C'est un présent de ma mère, » répondit Aïda en y portant sa main. « Je le porte toujours, quand je suis en tournée. » Mirdad pensait être tiré d'affaire, mais Aïda ajouta, à son grand désappointement. « Mais m'en sont apparus les démons. » Mirdad se tourna vers elle. À cela au moins, elle pouvait répondre. « C'était il y a 20 ans, en 1902, madame. Aïda, » rectifia aussitôt Mirdad, amenant un sourire sur le visage de la diva. Après la construction des principales cristallopoles, l'humanité se croyait enfin à l'abri du licanium et des autres dangers des ténèbres, quand des meurtres ont été commis. Des meurtres abominables, comme jamais on en avait vu, en horreur et en perversité. Des meurtres comme un humain n'aurait pas pu en commettre. « Pourquoi ?» demanda la cantatrice. « Pourquoi dire qu'un humain n'aurait pas pu ? Certains humains sont aussi pervers que... »« Oh, ce n'est pas cela, Aïda !» la coupa Mirdad. « Je sais ce dont les humains sont capables aussi. Non, je veux dire qu'aucun humain ne pourrait déchirer une personne en deux à main nue. » Ces paroles et ce qu'elles évoquaient planèrent un instant dans la pièce. La cantatrice retint une grimace et demanda du bout des lèvres. « Et cela, vous l'avez déjà vu ?» Coïncidence, les vocalises d'Aïda, s'échappant du cristallophone, semblaient se calquer sur son humeur, devenir un rien plus sombre, plus inquiétante. Le corps de Gwenaël, une nouvelle fois, son visage, alors que l'abomination l'a... Oui, souffla Mirdad, et quelque chose de l'horreur qu'elle éprouvait dut se lire sur ses traits, car aucun des deux autres ne lui demanda de précision. Elle poursuivit donc pour chasser cette image qui revenait la hanter et ce vagissement insupportable qu'il lui semblait encore entendre. Ces crimes eurent d'abord lieu dans les bas quartiers des cristallopoles, les dômes les plus populaires. Les médias en ont à peine parlé, ça n'intéressait personne. Quelques populaires de plus ou de moins, grogna le commissaire. Les oligarques n'allaient pas s'inquiéter pour ça. Il paraissait acerbe. Il ajouta alors que l'attention des deux femmes convergeait vers lui. J'ai vu les fluorotypes de l'époque. Ces affaires ont été classées sans suite. Un scandale. Il insista avec une expression farouche. Si ça avait été moi...
Il secoua la tête. « Pardon, votre sainteté, continuez. » Myrdhatti, après l'avoir fusillé du regard, se tourna à nouveau vers Aïda. Mais tout changea quand un soir, lors d'un grand dîner d'ambassade au palais royal à Néo-Lutetia, une créature invisible s'en prit aux convives et transforma le repas en véritable massacre. « J'ai vu des images de cette attaque, » murmura la diva, soudain livide. « Il y avait un journaliste équipé d'un fluidograveur. » Myrdhatti acquiesça. « Oui, il a pu fluidofixer 46 secondes avant d'être tué. » Elle acheva après un instant. « Elles ont fait le tour de toutes les cristallopoles. » Un silence suivit ces paroles que peupla le bruit venu de la pièce d'à côté, où la femme de chambre terminait de ranger et de refaire le lit. Bien sûr, à partir de ce moment-là, reprit Myrdhatti, tout changea. On comprit que quelque chose allait de travers dans les cristallopoles, que le ver était dans le fruit. Et l'église sauta sur l'occasion pour se refaire une santé, se moqua le criscognard. Myrdhatti se raidit. Sous-entendez-vous que l'église a créé les démons, commissaire? Non, bien sûr que non, se défendit aussitôt le colosse. Mais avouez quand même que c'est grâce à leur manifestation que votre institution, que tous avaient presque délaissée, reléguée aux oubliettes de l'histoire au profit des prodiges scientifiques, est revenue dans la course. Si notre sainte Église est revenue dans la course, comme vous dites, commissaire, répliqua Myrdhatti d'un ton glacial avec le regard assorti, c'est qu'elle s'est avérée la seule capable de combattre les démons. Vos services de police et vos armes profanes se sont révélés inefficaces contre eux. Tandis que nous, inquisiteurs, c'est vrai, acquiesça le commissaire. Il ne put cependant s'empêcher d'ajouter. Mais on ne m'ôtera pourtant pas de l'idée que l'Église aurait pu partager ce secret. Partagez-vous vos dossiers, commissaire, répliqua Myrdhatti. Le criscognard eut un semi-rectus. Non, c'est vrai. Pat. Il crut bon de préciser, s'adressant à la diva qui observait leur joute avec intérêt. Nos institutions respectives sont toutes les deux des cachottières qui sont très jalouses de leur pouvoir et de leurs petits secrets. C'est donc pour ça que vous êtes là tous les deux, interrogea leur hôtesse. Très exactement, approuva le commissaire en écartant largement les bras à l'instant même où la femme de ménage, les bras chargés de linge, passait à côté de lui. Fauchée par le mouvement du colosse, la pauvresse tenta de se rattraper, mais en vain. Le commissaire, par réflexe, lui saisit le bras et la retint alors que les draps tombaient au sol. « Pardon, mademoiselle, vous... » Alors même qu'il bredouillait ces mots, gêné, quelque chose roula au milieu de la pièce, un objet dur aux arêtes tranchantes, qui émettait une étrange radiance, une radiance que Myrdhatti reconnut aussitôt, celle de... « Du licanium » murmura le criscognard. « Mais que... » Myrdhatti vit son regard s'abaisser sur le bras dénudé de la jeune femme, ses yeux s'étrécirent, ses narines se dilatèrent alors qu'il s'approchait d'elle comme s'il la reniflait. Juste avant qu'elle ne lui décoche un coup en plein nez et, profitant de sa surprise, se dégage de son étreinte et se met à courir vers la porte qu'elle ouvrit à la volée pour passer devant un Marcel médusé, s'engouffrer dans le couloir et y disparaître. L'instant suivant, le commissaire, le nez en sang, bondissait de son fauteuil, tel un tigre furieux, et s'élançait à sa suite. « Mais qu'est-ce que... » commença Myrdhatti qui n'y comprenait plus rien, son regard passant de l'éclat de l'icanium qui semblait phosphorer de plus belle à la silhouette massive du criscognard. « C'est elle !» cria-t-il en réponse. « Nom de Dieu, c'est elle !» Comme pour souligner ses propos et avec une coordination presque parfaite, les vocalises du récitat de Aïda montèrent encore, atteignirent un seuil presque douloureux, comme s'ils échappaient à ses capacités auditives. Mais ce n'était vraiment pas le moment de s'intéresser à la musique ni aux performances vocales de la cantatrice. Avant de disparaître dans le sillage de la fuyarde, Marius se tourna vers Myrdhatti, qui se levait déjà pour lui emboîter le pas, et tendant un doigt vers elle, ordonna « Vous, restez ici, il faut protéger Aïda !»« Vous n'avez pas d'ordre à me donner, répliqua-t-elle aussitôt, et protéger de... » Elle n'alla pas plus loin. Au-dessus du cristal de l'icanium, l'air commençait à se voiler, se troubler, miroiter, semblait prendre une consistance étrange, inquiétante. Elle connaissait ces manifestations, les connaissait très bien, c'était celles qui précédaient l'apparition d'un démon. Alors, abaissant son oculaire spectrographique devant son œil gauche, elle tendit son bras mécanique dont la main se rétracta et qui pivota sur son axe pour déployer son canon chromatique qui mit aussitôt son bourdonnement funeste.